Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le sort du leader Fanil dépendra de la décision de la cour d'appel saisie par l'aile conduite par Ernien Amaousndaad concernant le jugement prononcé par le tribunal de première instance. Cette dernière n'a toujours pas sorti de verdict. Aujourd'hui, les responsables au sein du ministère de l'Éducation nationale ont reçu les enseignants et les leaders syndicaux. Ce fut une rencontre infructueuse. En France, Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec les affaires. Les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007 sont relancés. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cool TV. À la une de l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, le sort du leader Fanil dépendra de la décision de la cour d'appel saisie par l'aile conduite par Ernien Amaousndaad concernant le jugement prononcé par le tribunal de première instance. Cette dernière n'a toujours pas sorti de verdict. Le tribunal de première instance avait, rappelons-le, interdit à Ernien Amaousndaad d'utiliser le logo du parti et de tenir le conseil national du leader Fanil. Sur les images de Zoura Koutenjin. L'aile du parti leader Fanil, conduite par Ernien Amaousndaad, attend toujours la décision de la cour d'appel, a affirmé ce jour son avocat. Elle a en effet interjeté appel la décision du tribunal de première instance qui lui avait interdit l'utilisation du logo du parti et la tenue d'un conseil national. Un conseil national qu'Ernien Amaousndaad et consorts ont quand même organisé car au lendemain même de leur notification par le tribunal, ils ont fait appel de la décision. La notification du jugement du tribunal n'est intervenue que le 27 juillet. Le lendemain même, mon client a saisi la cour d'appel. Nous tenons à préciser que jusqu'ici, cette juridiction n'a sorti aucun verdict. Rappelons que le verdict du tribunal de première instance est sorti le 15 juillet dernier. Ernien Amaousndaad et consorts n'avaient été notifiés du jugement que le 27 juillet. Selon les explications, ils ont tenu le conseil national du parti avant cette date. Un conseil national qu'ils ont tenu au Panorama et durant lequel ils ont élu les nouveaux membres du bureau national du parti leader Fanil. Notons que l'autre aile du leader Fanil ne s'est pas exprimée pour l'instant. L'accès à l'information est un droit inscrit dans la Constitution de Madagascar.
Un droit bafoué par le Code de la communication adopté récemment par les parlementaires. Ce code limite en effet l'accès aux sources d'information et cela va se répercuter sur les genres d'informations qui vont être reportées par les médias. Ce code qui va à l'encontre des conventions internationales ratifiées par Madagascar est contesté par le mouvement pour la liberté d'expression. Lors de la célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information organisée par l'UNESCO, cette question avait été soulevée, tout comme les obstacles à l'atteinte des objectifs. Les explications. Les obstacles ont été identifiés par les participants. Et des obstacles en commun qu'on a vus, c'est par rapport à l'infrastructure qui donne accès à cette information, par rapport au type d'information qui est souvent l'information qui n'est pas à jour ou pas de bonne qualité. Aussi par rapport à la formation des spécialistes qui doivent travailler sur l'accès à l'information, ils ne sont pas toujours prioritisés ou n'ont pas toujours assez d'opportunités de formation. Et finalement, ils ont été soulignés aussi l'importance d'avoir un cadre juridique et les procédures qui est uniforme dans ce pays afin que tout le monde puisse avoir accès à l'information universelle. Sur un tout autre sujet, manifestation contre l'exploitation aurifère à Somaman. Les habitants de cette commune remettent ça. Malgré l'arrestation des 2 leaders de l'association VOUN, dont ils réclament leur libération, ils vont en effet organiser une nouvelle manifestation demain. La lutte va se durcir, préviennent-ils, car les récents événements ont ravivé la flamme patriotique chez eux. C'est le reportage de Oun Nassain. Les habitants de Somaman n'arrêteront de manifester que lorsque leurs revendications aient été satisfaites par l'État. Ils continuent de réclamer purement et simplement le départ des ressortissants chinois de leurs terres. L'arrestation des 2 leaders de l'association VOUN à Somaman ne les dissuade pas à poursuivre le mouvement de contestation. Au contraire, cela a ravivé la flamme patriotique chez les habitants. La manifestation que nous organiserons demain vise à réclamer premièrement l'annulation du permis d'exploitation et deuxièmement la libération de nos amis car les accusations portées contre eux ne sont pas fondées. L'État se trompe s'il pense que l'usage de la force et la répression vont contraindre les habitants à abandonner la lutte selon toujours des habitants de cette commune. Les revendications vont se poursuivre demain, souligne-t-il. C'est la population tout entière qui réclame la fin des exploitations aurifères dans notre commune. Le collectif pour la défense des terres malgaches ou collectif Tani a aussi appelé à la libération de Pierre Robson et de Tsiwar Nandianoun et à la satisfaction des revendications de la majorité de la population de Somaman. La commune urbaine d'Antananarive prévoit de déloger les marchands situés aux alentours du lac de Beorirk. Une décision contestée par ces derniers qui demandent à rencontrer le maire de la dite commune. Ils lui ont adressé plusieurs demandes d'audience mais n'ont obtenu aucune réponse jusqu'à maintenant. Les marchands ne savent pas les raisons qui ont motivé cette décision de la CUA. Les rumeurs enflent selon lesquelles la commune procédera à la démolition des étals des marchands la nuit. Ainsi, ces derniers ne quittent plus leurs étals de jour comme de nuit. Toujours pour continuer sur le plan social, une rencontre infructueuse. Aujourd'hui, les responsables au sein du ministère de l'Éducation nationale ont reçu les enseignants et les leaders syndicaux. Les revendications de ces derniers ont été au centre des discussions qui ont duré 1 heure. Mais à l'issue de la réunion, aucune entente n'avait été trouvée. Reportage de Muramanch. Les enseignants et les leaders syndicaux ont rencontré ce jour les responsables au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais la réunion n'a pas permis aux 2 parties de trouver un compromis. Les enseignants ont réitéré que la lutte va s'accentuer jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. La balle est donc dans le camp de l'exécutif. La plateforme syndicale est convaincue que la suite des événements dépendra entièrement de la volonté de l'État à résoudre nos problèmes. En attendant des réponses satisfaisantes à nos multiples requêtes, nous allons poursuivre le mouvement de grève.
L'État a répondu à seulement 1,5% des revendications énoncées par les enseignants. Le blocage se situe selon eux au niveau du ministère des Finances et du Budget. Les enseignants affirment que l'État ne les considère pas. Hier, les 13 syndicats des enseignants ont tenu une assemblée générale. Une réunion durant laquelle ils ont précisé leurs principales revendications, dont le paiement de leur indemnité, la révision à la hausse de certaines indemnités et surtout l'abrogation du système contractuel pour les enseignants FRAM. Le remblai d'un terrain ou d'un lac doit passer par plusieurs étapes, a fait savoir ce jour le directeur général de l'APIPA. Les dossiers y afférents doivent être soumis et validés par les autorités responsables. Pour le cas du remblayage du lac d'Andantapine, le ministère en charge des projets présidentiels et de l'aménagement du territoire a affirmé que l'autorisation y afférente avait été délivrée du temps de la transition. Aucune preuve, cependant, ne vient confirmer cette affirmation. Ce remblai très contesté par les riverains a été entamé il y a quelques semaines. Ces derniers jours, les travaux se sont intensifiés et nuit et jour, les camions y font des allers-retours incessants. Sur le plan international, c'est la guerre en Syrie et la bataille d'Alep. L'objectif du régime est clair, multiplier les bombardements sur la ville. Assiéger la population, tout le monde est concerné, même les équipes médicales. Tôt ce matin, un avion a bombardé 2 hôpitaux et ils sont désormais hors service. C'est le reportage de France 24. Les casques blancs évacuent les blessés vers l'hôpital le plus proche. Pourtant, même là-bas, ils savent qu'ils ne seront pas en sécurité. Car les centres de soins sont des cibles de guerre, ici à Alep, comme dans toute la Syrie. Depuis quelques mois, l'aviation syrienne multiplie les attaques de ce type. En avril dernier, au moins 20 personnes, civils et médecins, sont tués dans le bombardement de cet hôpital, soutenu par Médecins sans frontières. L'action médicale est considérée, on dirait, comme un acte criminel parce que beaucoup d'hôpitaux dans les zones contrôlées par l'opposition soignent des patients, aussi des fois des patients combattants qui sont blessés. Donc pour nous, ils sont patients, ils doivent être soignés dans des structures de santé et les structures de santé doivent être respectées. Autre exemple au Yémen, déchiré par un conflit entre rebelles houthis et les troupes loyalistes aidées depuis plus d'1 an par la coalition conduite par l'Arabie saoudite. Plusieurs hôpitaux soutenus par MSF ont été visés par les raids de cette coalition. En octobre 2015, à Kunduz, en Afghanistan, un hôpital géré là aussi par MSF a été bombardé par les forces spéciales américaines. L'ONG accuse les États-Unis de crimes de guerre. Le Pentagone s'en défend. Le personnel militaire qui a agi ne savait pas qu'il frappait un hôpital. L'enquête a démontré que ce tragique incident est le résultat d'une combinaison d'erreurs humaines non intentionnelles et d'erreurs techniques pendant l'opération. Intentionnelles ou non, ces frappes répétées contre des centres de soins montrent que la protection des hôpitaux, garantie par la Convention de Genève, n'est désormais plus assurée. En France, Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec les affaires. Les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007 sont relancés. Mediapart a publié un nouveau document à charge sur les images de France 24. Carnet saisi par la justice française appartenait à cet homme, Choukri Ghanem, ancien ministre du pétrole du président libyen Moammar Kadhafi. C'est lui qui aurait noté les 3 versements qui auraient servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Dans ce carnet, y figuraient 3 montants. 1,5 million d'euros, 3 millions d'euros et 2 millions d'euros. Il consignait les versements pour la campagne Sarkozy de 2007. En tout cas, il fait référence à une réunion pile dans l'entre-deux tours de la campagne de 2007 où il est question de 3 versements pour un montant total de 6,5 millions d'euros pour Nicolas Sarkozy. Le document, révélé par Mediapart, avait été saisi par la justice norvégienne dans le cadre d'une affaire de corruption et transmis au juge d'instruction français. Nous avons contacté hier soir l'avocat de Nicolas Sarkozy, Maître Herzog. Il nous a répondu par SMS avec ce terme, allégation. Depuis 2013, la justice française enquête sur l'éventuel financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par le gouvernement libyen. Malgré ce nouvel indice, dans l'enquête, la position des fidèles de l'ancien président n'a pas changé. Au sujet des révélations de Mediapart sur le carnet Arrêtez avec et le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Non, vous êtes gentil, non. Vous pouvez pas parce que c'est ridicule.
Dans ce dossier de financement supposé de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, l'ex-secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, a été mis en examen en mars 2015 pour faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de ce journal. L'accès à l'information est un droit inscrit dans la Constitution de Madagascar, un droit bafoué par le Code de la communication adopté récemment par les parlementaires. Une rencontre infructueuse. Aujourd'hui, les responsables au sein du ministère de l'Éducation nationale ont reçu les enseignants et les leaders syndicaux. Et c'est la guerre en Syrie et la bataille d'Alep. L'objectif du régime est clair, multiplier les bombardements sur la ville. Merci d'avoir suivi le journal jusqu'à sa fin. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV, bien sûr. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.